au cœur de nos massifs avec Esprit Montagne et Poma. Le groupe Samsé et l'entrepôt du bricolage vous présentent Esprit Montagne. Bienvenue à tous, ravi de vous retrouver sur le plateau d'Esprit Montagne. La neige se fait un petit peu attendre, les skieurs n'en parlons pas, mais la saison de compétition est bel et bien lancée. Elle va faire la part belle à la France, n'est-ce pas Laurent Davier? Bonsoir. Bonsoir, oui, c'est une tradition. Décembre rime avec Coupe de Monde en France. Donc nous allons avoir un programme XXL avec 11 épreuves au programme, 5 étapes. 3 à Val d'Isère, une à Courchevel et une à Val Thorens en ski cross. Voilà, donc c'est vraiment un beau programme qui nous attend, en espérant que la neige nous accompagne dans ce programme. Oui, dans un premier temps, et dans des conditions bien particulières aussi cette année. À huis clos, oui, puisque le Covid-19 s'est invité aussi à ce début d'hiver, et donc voilà, on doit faire avec, on le regrette, mais au moins on revient à l'essentiel, au sport. C'est ainsi dans le monde entier. Alors pour en parler, un plateau 5 étoiles ce soir avec le président de la Fédération française de ski, Michel Vion. Bienvenue. Bonsoir. Merci de votre fidélité à Esprit Montagne. Le contexte, les ambitions, les perspectives, vous allez tout nous dire ici ce soir. Didier Barrioz, président du Club des sports de Courchevel. Bonsoir. Bonsoir. Tout va bien? Tout va bien. On va voir ça, on va vérifier ça dans un instant. En attendant de profiter de la montagne, on peut se replier sur des lectures montagnardes, comme celle-ci. On aura tout à l'heure l'immense Raphaël Poiré, qui est déjà avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous, légende du ski nordique et du biathlon, bien sûr, qui réédite ses mémoires. Au milieu, on ne le voit pas, c'est Alexandre Pasteur. Il sera là dans un tout petit instant, à moins qu'il soit sous la table. Je ne sais pas, journaliste à France Télévisions. La voix du Tour de France et la voix du ski également, qui préface l'ouvrage de Michel Roche, Après ski donc. On va en parler dans un petit instant. Et tout de suite, vous êtes avec nous, Ingrid Jacquemot. Bonsoir. Bonsoir à tous. Merci beaucoup d'être avec nous, directrice du Club des sports de Val d'Isère. Est-ce que tout va bien, Ingrid, aujourd'hui ? Tout va bien, merci. Bon, avant de parler de ces contraintes sanitaires pour organiser une Coupe du Monde, où en est-on justement, Ingrid Jacquemot, de cette course pour l'enneigement? Oui. Comme vous le disiez, les contraintes sanitaires étant bouclées, on va dire, et ça a été une énorme partie de notre travail. Jusque ces dernières semaines, l'édition de nos sanitaires et surtout proteste, parce que je rappelle aussi qu'on a une énorme campagne de tests à mettre en place sur 20 jours de compétition, sur la globalité des 3 week-ends, avec plus de 2000 tests à organiser avec le laboratoire Biogroup. Donc, ça a été 2 mois de travail concentré sur le sanitaire, et maintenant on a tous les yeux rivés vers les conditions météo, parce qu'elles ne sont pas simples. Depuis quelques jours, on a eu une toute petite fenêtre de froid qu'on a exploitée au maximum pour produire de la neige de culture. On a très peu de neige naturelle, et c'est pas simple du tout. On s'approche de la décision du contrôle neige avec beaucoup d'incertitudes aussi à ce niveau-là. Alors il y a de l'incertitude pour la première étape, mais en tout cas, comme vous avez 3 étapes au calendrier, on peut quand même espérer qu'il y aura des Coupes du Monde à Val d'Isère. On l'espère très fort. En tout cas, on travaille pour. Il y a quand même un anticyclone qui est bien là sur nos montagnes. En tout cas, les contrôles neige vont s'enchaîner pour nous. Donc, à partir du moment où on passe la date du vendredi 27 pour nos épreuves du 5-6 décembre, on a 3 jours après il faut qu'on soit en pile pour les épreuves de vitesse homme. Donc, quoi qu'il arrive, l'enjeu, il est aujourd'hui, et les prochains jours, les prochaines nuits vont être très décisifs pour nous en termes de fabrication et production de neige. Parce que juste pour expliquer le phénomène météo, parce que quand on est en plaine, on a froid, mais malheureusement, il y a ce phénomène d'inversion thermique. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui se passe exactement ?
C'est le principe des inversions de température. Donc, avec cet anticyclone, on a des poches froides où il y a des inversions de température. Donc, en station à 1850 mètres, on va avoir des zones très froides. Et puis, en altitude, on peut avoir un isotherme 0 degré qui va monter très haut, au-delà de 2000 mètres. Donc, ça n'a pas été vraiment le cas aujourd'hui. On a des reports maintenant journaliers de notre atelier de la neige, comme on l'appelle, et la production ce matin sur l'eau de la piste a pu avoir lieu, on va dire. C'est pas une production qui est ultra optimisée, mais en tout cas, ça fonctionne. Et après, on profite des petits créneaux de froid dans ces fameuses poches de froid qui sont plus basses en altitude. Et on travaille vraiment maintenant des portions de piste par rapport à des créneaux très ciblés, 3 heures du matin et 8 heures du matin. Voilà. On parlait du huis clos, ça va ressembler à quoi cette Coupe du Monde à huis clos avec les différentes bulles? Est-ce que vous pouvez nous décrire un petit peu quelle va être l'ambiance, comment ça va s'organiser? Alors, comme vous l'expliquiez tout à l'heure, c'est vrai qu'on est déjà on est dans un contexte confiné et format huis clos de l'événement. Donc, le huis clos implique un accès très très limité. Donc aujourd'hui, l'accès est pour les organisateurs et cette fameuse, on fonctionne avec des groupes de familles qu'il faut au maximum hermétique, où on doit limiter aussi les interactions. Donc on va appeler ça, sur le jargon de tous les organisateurs de la Coupe du Monde, le principe des bulles, avec nos athlètes, les équipes, les entraîneurs, les personnes des marques, vraiment le centre du projet sportif. Et ensuite, on a une bulle qui va être la bulle média, journaliste, et la bulle des organisateurs. Voilà, tout ce petit monde sur Val d'Isère, ça représente à la totalité peut-être 600 personnes qui vont devoir fonctionner en limitant vraiment toutes les interactions entre les bulles pour la priorité et de vraiment préserver tout le monde d'un point de vue sanitaire. Et l'enjeu sur Val d'Isère sera de pouvoir tenir les 3 week-ends en toute sécurité. Et comment est-ce que vous réagissez à tout ça? On sait que le public, l'ambiance, ça fait vraiment partie du patrimoine génétique de ce critérium de la première neige. C'est un moment de partage, c'est un moment où ça circule, c'est une vitrine merveilleuse pour le ski, pour la station, pour le sport. C'est le rendez-vous des passionnés, des gens qui sont, on va dire, avisés. C'est un public spécialisé de ski. On a aussi beaucoup de clubs et de fan clubs. Donc la décision, elle a pas été simple, mais en même temps, elle était inévitable pour mener à bien l'événement. Donc les solutions qu'on a essayé de proposer, c'était bien évidemment de rediriger toute la partie de l'événement sous un format digital, et on a trouvé des formes d'activation, que ce soit pour nos partenaires, pour nos institutions qui nous soutiennent et aussi pour le grand public, avec des activations sous forme de jeux, de sondages, très participatif, mais tout étant sur soit les réseaux sociaux, soit sur le digital, soit avec les gens qui vont, avec les retransmissions qui sont prévues aussi de nos courses. Donc, voilà. Ingrid, un des chantiers, c'était celui de l'hébergement. Comment vous avez réussi à convaincre les hôteliers d'ouvrir leur établissement alors que la station est toujours fermée, et risque de l'être pour quelques jours? On a plusieurs gros chantiers. En fait, la partie logistique interne en fait partie. Malgré tout, c'est pas la plus compliquée, parce qu'aujourd'hui, on a eu une très grande solidarité de tous nos sociopros de la station. Et dès le début, des hôteliers qui se sont positionnés pour pouvoir soutenir l'événement, qui aussi, eux, ont un enjeu à relever. Et malgré l'incertitude de l'ouverture de notre station,
tout le monde s'est mobilisé parce que c'est aussi, on a dépassé l'enjeu sportif, j'ai envie de dire, aujourd'hui avec ce critérium, mais il y a un vrai enjeu économique. Et je trouve qu'il y a eu un très très bel élan. C'est pas simple à mettre en place parce qu'on est sur un nouveau format. Il faut vraiment sensibiliser les gens qu'on ne se base pas sur des choses qui ont été faites précédemment, mais on a vraiment quelque chose de nouveau. Donc on doit reprogrammer notre façon de recevoir les équipes, les médias, la façon dont on va aussi les prendre en charge sur l'hébergement, sur la restauration. Mais en tout cas, tout le monde s'est mobilisé. Alors, on vous remercie beaucoup de prendre quelques minutes pour nous. Justement, on sait que vous êtes très occupés et pas dans la facilité. Alors, je sais qu'on parle souvent d'alignement de planètes, je ne sais pas comment elles sont pour vous en ce moment, mais c'est vrai que l'an dernier, on vous avait déjà rencontré alors que vous veniez. Justement, c'était votre premier critérium de la première neige avec une épreuve annulée. Elle avait pu avoir lieu le lendemain avec une belle victoire d'Alexis Pinturault, heureusement. Voilà, ça c'était l'an dernier. On était sur le terrain avec vous. On pouvait se voir pour de vrai, d'ailleurs, à cette époque-là. Comment est-ce que vous vivez cette succession de contraintes, de mauvaises nouvelles? Finalement, ça vous rend plus forte, sûrement, ça vous met au défi un petit peu chaque jour, tout ça. Déjà, quand je vois ces images, ça me manque terriblement. Nous aussi. Tempête de neige. Je vais résumer tout ça. C'est ce que je dis régulièrement à mes équipes là depuis quelques jours. Aujourd'hui, on travaille avec plusieurs des plans A, B, C, D, mais comme beaucoup de gens par rapport au contexte, on développe malgré tout des nouvelles compétences et on ne travaille pas dans le vent. Donc, c'est vraiment garder une énergie et quoi qu'il arrive, j'ai envie de dire, on sera prêt à parer à toute épreuve. Et le jour où on fera une Coupe du Monde avec des conditions parfaites et dans un format classique et normal, voilà, on sera prêt, je pense, vraiment prêt. Oui, puis vous vous inspirez aussi d'une belle carrière aussi. Ça aide aussi dans une vie professionnelle que d'avoir vécu des épreuves sportives. Ça rend parfois aussi plus fort, ne serait-ce que pour la philosophie que vous pouvez avoir tous les jours. Ingrid Jacquemont, on vous remercie beaucoup et bonne chance. Merci, on sera là, en tout cas. Merci beaucoup. Laurent, oui, décidément, on n'est jamais à l'abri de nos surprises. Non, c'est vrai. Mais on voit qu'Ingrid a pris rapidement la taille du costume et qu'elle fait face parce que les vents sont vraiment contraires. Et je crois qu'elle s'affirme comme une grande directrice du club des sports. Elle commence dans la difficulté et je pense qu'elle verra le bonheur après. Et je pense qu'on aura une grande directrice du club des sports. Je parle sous le contrôle de Michel. Je pensais la même chose au moment où ça a été évoqué. Elle a commencé l'année passée avec des épreuves annulées, 3 épreuves sur 4 annulées. Et donc, du coup, là, cette année, malheureusement, oui, d'autres contextes. Mais non, elle est très organisée, tout à fait satisfaite du travail qui est fait. Elle fait un travail remarquable avec toute son équipe et toute la communauté de Val d'Isère. Voilà, elles assurent les femmes au Club des Sports. Fallait le dire aussi. C'est vrai, c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Bon, mais c'est vrai elle fait face, quoi. Voilà. Oui, alors puisqu'on parle des femmes, on parle tout de suite le sportif et ce premier podium pour Tess Ledin. Oui, une bonne nouvelle quand même, Michel. Oui, remarquable. Elle a fait une entrée en matière. Moi, j'étais devant ma télévision, comme beaucoup de gens. Et effectivement, elle a été remarquable d'entrée. Le run qu'il fallait, voilà, bien posé, comme on dit. Et première victoire en Coupe du Monde. Premier on dit score dans le sagazomètre. Dans le sagazomètre, voilà. Elle a ouvert le sagazomètre. Voilà. Donc non, très bien. C'est une bonne entrée en matière pour Tess. Ouais, pour le grand public qui ne connaît pas le sagazomètre, voilà, c'est à l'origine d'une boutade peut-être. Oui, c'est une boutade qui est en fait, ça comptabilise le nombre de podiums en Coupe du Monde que les équipes de France vont faire et c'est en rapport avec le nom du directeur technique national, Fabien Saguez. Voilà. Qui avait évoqué ça. Alors par contre, le record à battre, il est de 131 podiums. C'était en 2016-2017. On ne sait pas si toutes les épreuves vont pouvoir avoir lieu. On le rappelle encore cette année. Par contre, faites des podiums tant que vous pouvez courir, justement. Michel Vian, justement, les courses sont annoncées. On ne sait pas encore dans quelles conditions, encore une fois. Mais c'est la France qui pourrait être gagnante aussi et nos stations. Disons qu'effectivement, le fait d'avoir Val d'Isère, Courchevel et Val Thorens, qui ont toutes ces courses de début de saison, c'est un vrai avantage. À la fois, c'est aussi un peu un inconvénient, parce qu'on va un petit peu essuyer les plâtres. Alors, le manque de neige et le manque de froid, bien sûr, dans toute l'Europe,
nous concerne directement. Et puis toute l'organisation qui est à mettre en place, tous les protocoles de tests et protocoles sanitaires. On va un petit peu, être les précurseurs de l'Europe centrale pour l'ensemble de l'hiver. Mais je crois que c'est, Ingrid Jacquemont l'a dit, c'est aussi des bonnes expériences qu'on met en œuvre. C'est aussi des vrais travaux de prospection, d'organisation qui sont, à mon avis, bien. Mais oui, on peut être après gagnant si on arrive à faire ses courses. Et Dieu sait si la période est importante pour nous. Ouverture des stations encore en suspens, on ne sait pas trop. Donc, si on avait ces courses-là qui puissent avoir lieu, ça serait une vraie belle vitrine pour le ski en France et pour le sport français. Donc voilà, on fait tout pour essayer de faire ces courses. Comment s'est passée l'organisation de ce début de saison au niveau de la Fédération internationale de ski, puisque vous faites partie de la task force qui a décidé un petit peu des calendriers. Comment vous vous êtes organisé ? Très vite organisé au mois de septembre sur un plan presque B. Alors pas tout à fait un plan B, mais en essayant de tenir le plan A, et on s'est aperçu que le plan A allait être dur à tenir, entre autres par rapport à des courses nord-américaines qui d'entrée au mois de septembre ont été annulées. Donc on a remis en route le calendrier et on a été volontaires, nous la France, avec les stations concernées, Val d'Isère et Courchevel, volontaires pour reprendre des courses et pour se réinscrire dans un nouveau calendrier. Donc c'était une vraie volonté de notre part de s'affirmer et d'avoir ces courses en début de saison. Donc voilà, maintenant il faut du froid. Il nous faut du froid pour assumer la promesse qu'on a bien voulu délivrer. On n'a pas parlé du Kandahar aussi ? Oui, fin janvier. Voilà, on en parle un peu différemment parce que c'est fin janvier. Donc d'ici là, il y aura, espérons, de la neige. On sera peut-être moins en problème avec la neige. Valto, surtout, le ski cross. Val Thorens aussi, qui a été reporté de 15 jours, donc sur les 19 et 20 décembre. Donc tout ça pour dire que ça laisse un petit peu plus de temps, un peu plus de marge de manœuvre. Il y a les Pyrénées aussi, Font-Romeu, 23 janvier. Font-Romeu en début janvier, enfin mi-janvier, et puis surtout Saint-Lary en snowboard, le 20 janvier. Donc des compétitions qui font que tout le territoire est bien couvert en termes de Coupe du Monde. Alors il manque juste, et Raphaël Poiret ne nous contredira pas, l'étape du Grand Bornand de biathlon qui a été annulée assez rapidement pour une raison, économique. Oui, ça c'est une vraie désillusion parce que le succès de l'année passée était tel qu'on aurait bien voulu que l'édition 2020, je vais y arriver, 2020 puisse avoir lieu. Non, la Fédération internationale, l'IBU de biathlon, a décidé très très vite qu'il voulait limiter les déplacements, limiter les contacts entre la bulle des athlètes, ça c'est ce qu'a dit Ingrid Jacquemont, cette fameuse bulle des athlètes, et donc de limiter à 2 sites seulement par période de course. Donc sur les 4 prévus, 2 sont passés à la trappe, entre guillemets. Et donc nous, on ne pouvait pas accueillir pendant 15 jours 2 épreuves de suite, enfin 2 semaines de suite. Donc très vite, le Grand Bornand, avec décision aussi de la fédération, on s'est mis un peu en retrait. On s'est dit qu'il fallait mieux bien faire l'année prochaine que mal cette année. Avec en plus le huis clos, qui pour le coup en biathlon est très très important. Les recettes spectateurs étant primordiales pour la bonne tenue de l'événement, ce qui n'est pas le cas en ski alpin, où on a des droits de télévision qui nous couvrent une grande partie des coûts de l'organisation. Donc voilà, avec un grand désespoir, on a été assez vite obligé de mettre une croix sur l'épreuve du Grand Bornand en biathlon. On a vu que le Covid va être comme une épée de Damoclès un petit peu sur toutes ces épreuves. On a aussi assisté à la disqualification de l'équipe suédoise en ski alpin, de slalom dames. Comment ça se passe ? Qui a décidé de disqualifier cette équipe ? On peut expliquer que l'entraîneur était positif, mais que toute l'équipe a été négative. C'est les protocoles qui sont... alors, il y a le protocole de la Fédération internationale qui, lui, met un peu le cadre. Mais ce n'est pas une première. Déjà, à Zolden, les premières courses, l'équipe russe a déjà été par un entraîneur contaminé. L'athlète, il était tout seul, n'a pas pu courir. L'ensemble de l'équipe a été mis en quarantaine. Et donc là, c'est très clairement les lois du pays qui s'appliquent et les directives du pays qui s'appliquent. Dans l'espèce, c'est l'État finlandais qui a décidé qu'avec un cas positif dans une équipe, qu'il soit entraîneur, athlète ou technicien aussi, ou médecin, l'ensemble des athlètes étaient mis en quarantaine. Donc c'est une décision, encore une fois, du pays. Si on devait avoir la même chose dans nos courses à nous, je pense qu'on serait sur le même régime. Et voilà, c'est bien les lois du pays qui prennent le dessus sur les lois du sport et les lois de la Fédération internationale ou de la Fédération française, si on devait prendre part. On peut s'interroger, si les coureuses sont négatives, peut-être certaines l'ont eu déjà, quelle équité est-ce qu'on peut garantir ?
C'est effectivement toute la question, parce qu'on peut imaginer que l'hiver va être compliqué à gérer, avec personne ne sera à l'abri d'avoir et d'être cas contact, et de ce fait d'être mis à l'écart pour une semaine, pour 10 jours. Et d'être défavorisé. Ça peut défavoriser surtout les meilleurs, surtout ceux qui jouent les classements généraux. Ça, c'est un vrai problème. Mais encore une fois, on peut pas, on n'a pas l'influence sur des textes et des lois du pays concerné. Parce qu'on connaît encore très peu de choses sur ce virus aussi, et que ce n'est pas parce qu'on a été positif qu'on est à l'abri. C'est ce qu'Alexis Pinturo d'ailleurs déclaré. Parfois, les tests PCR sont positifs, parfois négatifs, dès lors qu'il a été en contact avec le virus. Ce qui est quand même cette gestion va être un problème. J'ai eu Alexis au téléphone et je lui ai expliqué effectivement que c'était pas si simple que ça, que là c'était une décision de l'État finlandais. Mais néanmoins, c'est vrai où il a raison, c'est qu'on peut rater une saison parce qu'on a été cas contact d'un team... On dit teammate, d'un camarade d'équipe. Donc ça peut être un problème, c'est sûr. Mais on parle du ski alpin, mais c'est aussi le cas en ski de fond. Raphaël nous le dira peut-être après en biathlon, où là il y a vraiment des équipes qui vivent vraiment ensemble, quoi. Donc là pour le coup, un cas contact, ça peut être dramatique. Ouais. Mais c'est vrai qu'il y a aussi ces problèmes d'équité dont on vient de parler, mais d'éthique aussi. On parle beaucoup de la vaccination aujourd'hui. On peut parfois être rassuré quand on voit que la vaccination pourrait intervenir, les campagnes de vaccination pourraient intervenir dès le mois de janvier, en tout cas à la fin du mois de janvier. Ça peut poser aussi des problèmes d'éthique, de savoir est-ce que tu es vacciné, est-ce que toi non, est-ce qu'on les oblige, est-ce que non. Il y a plein de nouveaux paramètres à gérer. Par rapport à ça. Je ne suis pas sûr que le sport soit prioritaire pour les vaccinations, elle ne sera certainement pas. Et puis après, il y a les athlètes qui ne veulent pas se faire vacciner. Oui. On sait qu'il y a des grandes défiances. Alors en France, on est bien au courant de tout ça, mais dans le monde sportif aussi, surtout dans les sports d'endurance, fond, biathlon, où effectivement les gens ne veulent pas s'injecter des produits. Donc oui, ça peut être un vrai problème durant tout l'hiver. C'est en cela que, pour répondre à la question, Laurence, effectivement, on est toujours vigilant et on essaie de se projeter un maximum sur ce qui peut arriver mi-janvier, fin janvier, en février. On est déjà en train de travailler sur les épreuves préolympiques de la Chine, de Pékin, préolympiques pour 2022. Donc ces épreuves vont certainement être annulées, c'est même quasiment maintenant acquis. Donc pour ne pas prendre de risques, pas des précautions nécessaires. Donc on est en train de déjà travailler là-dessus pour anticiper au moins à un mois et demi d'avance. En sachant que la priorité de la Fédération internationale de ski sera d'organiser des championnats du monde. Tout à fait. La grosse priorité, c'est de garder, d'arriver avec l'ensemble des athlètes, surtout en bonne santé pour les championnats du monde. Donc les premiers qui vont commencer, ça sera l'Alpin à Cortina, en Italie, à partir du 9 février, suivi par les championnats du monde nordiques, et puis à Oberstdorf en Allemagne. Et puis après, des mondiaux en même temps de biathlon. Donc voilà. Donc l'idée, c'est d'arriver à être prêt pour ces mondiaux, mais ce n'est pas encore gagné, pour dire. On va quitter un petit peu le haut niveau pour parler de la Fédération française de ski dans son ensemble. Qu'en est-il du nombre de licenciés, puisqu'on voit que toutes les grandes fédérations sont en train de compter à la baisse leur nombre d'adhérents, de licenciés. Est-ce que la Fédération française de ski est impactée par ce Covid-19 ? Toutes les fédérations souffrent énormément. Nous, on a souffert un tout petit peu moins le ski dans le premier confinement. À partir du 15 mars, l'activité était quasiment faite. Simplement, on va commencer à vraiment souffrir là maintenant. Donc toutes les fédérations annoncent des moins 20, des moins 30, des moins 40. Nous, on est dans ces eaux-là, on est dans ceux qui souffront le plus. Quand les stations ne sont pas encore ouvertes, aucun signe d'ouverture, effectivement, on n'a pas forcément à se projeter pour savoir si on va rejoindre un club. Donc il faut de la neige et il faut que les stations ouvrent. Mais pour l'instant, on est en grande difficulté. Didier Barrios, qu'est-ce que ça vous inspire ? Je suppose que vous comprenez. Tout à fait, parce que c'est pas facile pour les clubs. Les clubs risquent d'avoir des difficultés aussi financières. Alors il y en a qui passeront mieux que d'autres, mais c'est vrai qu'il va falloir se battre et ça va pas être simple. Vous êtes aussi confronté à cet enneigement. Vous avez un peu plus de temps que Ingrid Jacquemot à Val d'Isère. J'imagine que tout le monde est mobilisé sur le stade Émile Allais pour travailler ? Oui, tout à fait. Alors Ingrid a tout à fait bien résumé la situation. C'est exactement la même. La situation, quand elle l'a expliquée, elle est similaire chez nous. Alors aujourd'hui, je crois qu'il y a des fenêtres de froid, il ne faut pas les rater. Donc on s'y emploie, on fait tout pour que cette Coupe du Monde ait lieu.
Et c'est pas simple parce que, comme elle expliquait, on a ces inversions de température. Et le soleil donne toute la journée sur nos sommets. Et c'est la raison pour laquelle on se retrouve avec ces inversions. Le froid reste en bas. Et on espère, nous, alors aujourd'hui, on est arrivé à améliorer les enneigeurs, les conditions. Nous, il nous faut 4 jours de froid. Alors, la grosse difficulté, si on veut avoir des bonnes conditions et pouvoir avoir de la performance, il faut être entre moins 5 et moins 6 degrés la nuit. Donc c'est pas gagné. Est-ce qu'économiquement, c'est plus rentable d'avoir organisé 2 géants plutôt qu'un, ou est-ce que c'est plus de dépenses? Comment vous gérez tout ça? Alors, c'est plus rentable d'en organiser 2 pour la simple bonne raison, c'est que au niveau des frais, ils sont quasiment les mêmes. Ouais. Et après, c'est beaucoup plus facile. On a des droits, ce qu'expliquait marketing, droit télévisuel, Michel, voilà, qui sont répartis c'est-à-dire qu'ils sont pour 2 courses, et c'est-à-dire c'est un peu mieux. Et automatiquement, on a intérêt à organiser 2 courses. Ce qu'on souhaite garder pour l'avenir, parce que c'est très important. Vous êtes un président de club heureux, puisque Courchevel est le premier club en termes de résultats sportifs des jeunes et des sportifs de haut niveau. C'est un motif de satisfaction, j'imagine? Tout à fait, ça c'est une grande fierté. C'est un club, il y a eu un gros travail de départ, ça ne se fait pas du jour au lendemain. C'est un travail qui se fait à la base depuis plus de 10 ans. Il y a une équipe, il y a des gens à la tête de tout ça. Il y a déjà une municipalité qui fait confiance à un club, ça c'est important. Ensuite, trouver la bonne personne à la tête d'un club. Vous parliez de l'importance d'un directeur. Nous, on a la chance d'avoir un directeur qui s'appelle Bruno Thuer, qui, je peux vous dire, fait un travail superbe avec son équipe, avec Angélique. Il y a toute une équipe derrière. Il y a des entraîneurs qui font un gros travail. C'est une équipe. Il y a eu un président juste avant moi qui a fait un Michel travail. Raffin, Michel Raffin qui a fait un travail. Et on a la chance d'avoir une continuité chez nous et qu'il y a vraiment une bonne ambiance et des bonnes relations, je dirais. Aussi bien, ce qui est important, c'est de les avoir avec les écoles de ski, avec les remontées mécaniques. Bien sûr, la mairie, je l'avais dit avec un conseil municipal. Et voilà, c'est la réussite. Et derrière, jamais lâcher, jamais lâcher, jamais lâcher. Et vous allez inaugurer bientôt un nouveau bâtiment pour le club qui va vous permettre de travailler encore dans de meilleures conditions. Alors nous, on a une chance unique. Je dirais que c'est mieux qu'un loto, c'est mieux que voilà. On a un donateur, ce qui va permettre d'avoir des locaux, d'avoir un stade, parce qu'on va avoir un stade fermé qui va être unique. Et ça, c'est une chance unique justement pour avancer, pour devenir indépendant, parce que plus aujourd'hui. Le gros sujet, c'est justement tous ces clubs, c'est de dépendre de moins en moins des collectivités. Et ce bâtiment va permettre de se dégager un petit peu, d'avoir une indépendance, d'essayer d'avoir une indépendance. Donc, pour nous, c'est une chance unique. En plus, la mairie nous a suivis pour le parking et pour un jeu de lumière. Donc, il faut savoir qu'on va éclairer le stade. Et là, donc, on fait les essais jeudi. Et ça va être unique puisque c'est en LED. Il verra mieux qu'en plein jour. Voilà, exactement, puisque c'est comme si on alignait un stade de foot, plusieurs stades de foot les uns derrière les autres. C'est quand même pas mal. On est dans les temps pour les mondiaux ? Alors, dans les mondiaux, pour nous, tout se passe bien, puisqu'on a fini la retenue collinaire, la piste est en place, puisqu'on a fait les essais au niveau des enneigeurs. Donc, pour notre part, tout va bien. J'espère juste que la situation va s'améliorer, que tout va... Mais pour les mondiaux, je peux dire que tout est ouvert à notre niveau. Michel, du côté de Méribel, j'ai vu qu'on avait homologué la piste une nouvelle fois du Roc de Fer. Oui, ça c'est une formalité pour être sûr qu'on est bien dans les normes. Non, mais Didier l'a dit, tout est bien en place en termes de travaux. Les travaux ont été réalisés dans un temps record avec une qualité énorme. Donc effectivement, on est bien dans le timing. Après, il ne faut pas que la crise dure trop longtemps non plus, parce qu'on va avoir forcément des effets collatéraux, comme on dit, en termes de marketing, en termes de... Mais si on retrouve une situation normale durant l'été 21, on devrait aborder sereinement ces mondiaux. Encore une fois, très bien managés, gérés par Perrine Pellen. Et puis, voilà, avec les 2 communes, on essaie de faire un travail cohérent, en tout cas, dans le respect des budgets surtout. Et puis avec des innovations comme la piste l'Eclipse qui sera vraiment l'intérêt majeur de ces mondiaux. Avec en plus
2009 qui finalement c'est loin derrière nous, mais on peut encore s'en inspirer. Ah, si, on s'en inspire, bien sûr. Il faut jamais reproduire forcément les mêmes choses. Il y a aussi eu des erreurs de fait à l'époque à Val d'Isère, mais à la fin, ce qui a été délivré, l'événement qui a été délivré a été remarquable, aussi bien au niveau sportif qu'au niveau populaire, médiatique. Et donc, du coup, non, bien sûr, on s'en inspire. Il y a des formules qui avaient été trouvées aussi à l'époque pour le transport des personnes, pour l'accueil des personnes, l'accueil des scolaires particulièrement, où ces concepts-là ont déjà été repris, bien sûr. Il y a eu une visite présidentielle, moi je me souviens. Ça, c'est l'héritage. Oui, c'est l'héritage. On tient beaucoup à l'héritage. L'héritage, c'est important. Important. Eh ben, on va rester dans l'héritage, justement, avec Alexandre Pasteur. Est-ce que tu es là, Alexandre, avec nous? Oui, bonjour tout le monde. Ravi d'être avec vous aujourd'hui. Ah, mais nous aussi, merci d'être là, chers confrères. Donc, journaliste à France Télévisions. Entre autres, il y a beaucoup de casquettes. La voix du Tour, la voix du ski. Est-ce que tout va bien, Alexandre? Et tout va très bien, tout va très bien. Nos émissions, pour l'instant, continuent. Tout le sport est stade 2. Nos retransmissions aussi, alors de manière un peu dégradée, malheureusement, avec la crise sanitaire. Mais pour l'instant, voilà, on fait face, on fait front. Bon. Alexandre, avant de parler du livre que tu as préfacé, est-ce qu'on peut espérer voir du ski sur les chaînes de France Télévisions au mois de décembre ? La réponse est oui, alors pas sur les chaînes, malheureusement, puisqu'on n'a pas trouvé de diffuseur pour les 2 premiers week-ends du Critérium de la Première Neige, mais en revanche, moi je serai sur place avec Lucas Alphand pour commenter donc, les 2 premiers week-ends sur les plateformes numériques de France TV Sport. Voilà, ce sera le support de diffusion. Ce qui est déjà une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle. Absolument. Oui. Ce qui est une bonne nouvelle. Et puis, pour se projeter un petit peu plus loin, nous diffuserons sur France 3 les championnats du monde de Cortina. La décision a été actée il y a quelques jours. Donc ça, c'est une très belle nouvelle avec un beau dispositif sur place pour mettre en valeur ce bel événement. Et Michel Vian est tout content. Oui, donc, merci Alexandre. Non, j'étais un peu au courant, bien sûr. Avec plaisir, Michel. J'étais un peu au courant de tout ça, mais non, c'est bien que tu confirmes ça. Bon, Alexandre, on se mouille un petit peu. Qui pour le gros globe de cristal cette année? En alpin? En alpin, moi je vois une lutte entre Alexis Pinturo et Henrik Kristoffersen, avantage aux techniciens. Il n'y aura pas de combiné, ça va être un petit handicap pour Alexis. Kristoffersen et Alexis, moi voilà, ce sont mes 2 favoris pour le gros globe. Bon, nous on est chauvins, on choisit Alexis. Pardon Kilde lui aussi va souffrir de l'absence des combinés de toute façon, donc ce sera moins facile que l'hiver dernier, je pense pour lui. Alors on se situe déjà dans l'après-ski, on est encore dans l'avant et on croise vraiment les doigts pour pouvoir skier. Oui. Après-ski, voilà. ce livre de Michel Roche, Laurent? Oui, c'est que tu nous montres. Voilà, c'est un petit ouvrage avec une vingtaine de portraits de skieurs de reconversion et Alexandre en a fait la préface. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ce projet ? Oui, c'est Michel qui m'a contacté durant l'été pour... déjà, il m'a présenté effectivement son projet. Je savais qu'il travaillait dessus depuis quelques temps. Cette galerie de portraits, donc voilà, il m'a demandé de faire une petite préface. J'ai accepté avec plaisir, voilà, avec mon petit vécu dans le milieu du ski depuis 25 ans maintenant. Ça a été un plaisir que de reprendre ma plume. Mais je le fais aussi pour Ski Chrono de temps en temps. C'est vrai, oui, depuis le début, depuis 2006. C'est notre plus ancien chroniqueur. Je suis un chroniqueur fidèle. Voilà. Et qui va-t-on retrouver dans cet ouvrage ? Alors c'est voilà une belle galerie de portraits avec alors des univers très variés, puisqu'on a des skieurs alpins, notamment Pierre-Emmanuel Dalsin, Pierre Paquin, on a des skieurs nordiques également, on a aussi de Jason Lamy-Chapuis, voilà notre ancienne vedette du combiné nordique. Donc voilà, on a en fait un horizon assez large des sports d'hiver, donc à travers les reconversions de ces athlètes. Il y a beaucoup de garçons là dans ce que j'entends. Il y a des filles quand même. Non, il y a des filles. Oui, on a. Mais bien sûr qu'il y a des filles. Il y a Florence Masnada. Je n'ai pas le livre avec moi, mais oui, bien sûr, il y a des portraits de femmes, évidemment. Et puis il y a le portrait d'un ancien champion du monde en 1982 qui est devenu président de la Fédération française de ski. Bon, c'est une reconversion assez classique. Et c'est pas fini. Oui, mais il n'a pas fait que ça. Il n'a pas fait que ça, Michel. Non, Blanc, je sais. Il en a eu des vies avant d'être président de la FFS. En tout cas, on voit que tu as toujours beaucoup d'activités. Je ne sais pas ce que tu es en train de faire. Là, tu es en montage à l'heure où on se parle ? Oui.
Exactement, exactement. Oui, oui, là, à l'heure où on se parle, oui, je suis en montage pour l'émission Tout le sport, voilà, pour laquelle je travaille de manière régulière, vu que moi, mon activité est un petit peu en sommeil au niveau commentaire. La saison de cyclisme est terminée, la saison de ski n'a pas encore vraiment commencé, et puis l'athlétisme est en sommeil aussi, donc voilà, j'ai un petit peu de temps pour collaborer avec les émissions. Tout le sport est Stade 2 et faire vivre notamment le ski dans ces émissions. Il s'arrête jamais, ce garçon, hein, Non. c'est incroyable. Non. Oui, Laurent, pardon. Oui, Ah. je regardais, bon, il y a Corinne Niogret aussi, Ah. Florine Delémarie. Donc voilà, donc il y a Ah quand même la jante féminine est représentée, Colline Mattel, Anémone Marmottan qui fait du fromage, du persillé. Voilà, donc on apprend plein de choses. C'est vrai que c'est une petite bible et c'est intéressant de voir les trajectoires. Et c'est une super lecture avant les fêtes de fin d'année. Alexandre, on se donne rendez-vous sur ce plateau, hein, une prochaine fois, ça serait super. Oui, avec plaisir, mais physiquement cette fois. Hein. Voilà, Oui. physiquement. Ah oui, oui, pour de vrai. En tout cas, merci beaucoup d'avoir été déjà en Quand vous visio voulez. avec nous. Merci Avec beaucoup, Alexandre. plaisir. À très bientôt. Au revoir. Au revoir, Alexandre. Fidèle compère, et puisqu'on parle de fidélité, eh bien, c'est un grand bonheur aussi pour nous de pouvoir converser avec nos invités, ne fût-ce qu'à distance évidemment. Mais cette fois, c'est une légende du sport aussi qui est avec nous, 8 fois champion du monde, 4 gros globes de cristal, une médaille d'argent, 2 de bronze au JO. Je crois qu'il y a 44 victoires en Coupe du Monde, c'est bon. Quelques Le médailles aussi olympiques. 3. C'est ça, 3, c'est ça. 2 de bronze et une en argent. Le biathlète Raphaël Poiré est avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Alors, on n'entend pas super bien. On va essayer de monter un petit peu le son. Comment ça va, Raphaël Poiré? Tout va bien? Ça va très bien. Je suis en Norvège. Je suis avec moi, entouré de mes enfants. Et on attend la neige avec impatience. Bon, alors comme ça, on est tous dans le même bateau, décidément, cette année. C'est ce livre, ce très beau livre, qui nous rassemble ici aujourd'hui. Il y aurait beaucoup de choses aussi. On espère bien sûr se voir en présentiel, avec ce vilain mot, comme on le dit, une très prochaine fois. C'est la réédition de ses mémoires, 13 ans après sa première... Réactualisée. C'est sa réactualisation. Pourquoi avoir voulu rééditer ces mémoires, Raphaël Poiré, la poursuite d'une vie? On va dire que le premier livre, je l'ai fait juste après ma carrière. Et quand on finit une carrière, on n'a pas assez réfléchi sur pourquoi ça a marché, pourquoi je suis devenu champion du monde et qu'est-ce qui a fait que ça a marché aussi bien. On va dire que la vie continue. Après, donc j'ai 3 enfants. J'ai aussi été divorcé. J'ai eu un accident en quad qui aurait pu me coûter énormément. Et en fait, il y a tellement d'événements qui s'ajoutent, et puis on grandit, on évolue, on voit les choses différemment, que ce livre, j'avais envie de le faire déjà depuis les 5 dernières années. Et puis d'un coup, j'ai eu cette opportunité et ça a été vraiment très facile de le faire, on va dire. Bon, ça nous a pris du temps, mais je l'avais mémorisé, je l'avais visualisé, on va dire, dans ma tête pendant pas mal d'années. Donc ça a été vraiment une très grande chance, une très grande joie. Ça avait d'abord été un besoin d'écrire au crépuscule d'une carrière. On sait que c'est parfois un traumatisme aussi d'arrêter une carrière. C'est vraiment un changement de vie. Et ça avait été important d'écrire pour vous à chaud, on va dire. 13 ans, c'était peut-être le temps nécessaire pour prendre vraiment du recul et réécrire finalement cette histoire. Oui, il a fallu ces 13 années parce qu'il s'est passé énormément de choses dans ma vie, on peut dire depuis mon enfance, qui a été un petit peu spéciale. Et donc il a fallu attendre que j'ai 40 ans pour avoir un petit peu les réponses par rapport à mon père biologique. Donc c'est vrai que ça forge un homme, on va dire, dans le positif et le négatif. Et puis quand j'ai aussi fini ma carrière, bien sûr c'est un traumatisme, c'est quand même difficile. On vit une carrière dans un cocon, on va dire, et d'un coup on est dans une vie, on va dire, à 4 avec des enfants. Qu'est-ce que je vais faire? J'ai pas d'éducation, on va dire. J'ai simplement un nom et un palmarès. Et je me suis essayé en tant que commentateur
en tant que conférencier, en tant qu'entraîneur, mais c'était pas vraiment à quoi j'avais vraiment envie au fond de moi. Donc après, il a fallu trouver un autre milieu, un travail, et puis vivre comme tout le monde, on va dire, avec les aléas de la vie, avec les enfants, avec un travail, avec tous les problèmes qu'il y a autour. Donc c'est vrai que c'était pas facile au début, mais le premier livre a vraiment aidé à passer un petit peu le cap, mais il y avait d'autres caps à passer. Alors, Raphaël, on apprend aussi dans ce livre que vous avez travaillé sur des plateformes pétrolières. Qu'est-ce que vous avez fait exactement? Ça choque souvent tout le monde. On va dire qu'en Norvège, c'est quelque chose qui est très réputé. Donc moi, j'étais aide électricien, donc je ne connaissais vraiment rien en électricité. Mais on travaille en binôme. Et en fait, c'est des tâches un peu qui sont basiques au niveau de l'électricité. Et bon, c'était un milieu extraordinaire. Je me souviens, on prend l'hélicoptère à 9 heures le soir, tout est noir, on a des costumes, scaphandres, on va dire. Et on arrive sur une plateforme pétrolière, on voit des flammes, du bruit tout autour, des machines. D'un coup, on se retrouve dans une chambre de 4 mètres carrés, et puis c'est là qu'on va vivre pendant 15 jours. Et puis c'est un nouveau milieu. Là, je suis pas champion du monde, je suis un homme parmi, parmi une équipe, on va dire. Et ça m'a vraiment plu. Je me suis vraiment fait un très bon milieu. Et je me suis, on va dire, redécouvert. J'aime bien ces challenges. C'est ce qui m'a motivé pendant toute ma vie, on va dire. Et là, vous travaillez pour une entreprise dans le BTP, c'est ça? On va dire que c'est dans le BTP, mais j'ai travaillé d'abord dans l'intérim, où là j'avais 70 travailleurs, surtout qui venaient de l'étranger. Et là, j'ai passé un cap au-dessus où je suis dans une autre entreprise qui travaille avec des architectes, des ingénieurs. Donc on est dans toute la réalisation, aussi bien nationale, communale, tous les bâtiments, des routes, des infrastructures. Donc c'est vraiment une chance. On va profiter de votre présence pour avoir un petit éclairage sur la Coupe du Monde de biathlon. Comment vous voyez les choses entre les Norvégiens que vous suivez quand même pas mal et puis notre Dream Team française en l'absence de Martin Fourcade, désormais retraité? Oui, bah, de toute façon, si on voit les 2 dernières années, l'évolution des équipes, il y a 2 équipes qui dominent vraiment, c'est la Norvège et la France. Je dirais que pour moi, la France est la meilleure équipe du monde chez les hommes. Une équipe très très dense avec d'énormes talents et qui sont assez jeunes encore. Je pense qu'ils auront quand même à faire encore cette année avec le Norvégien Johannes Bø. Mais ça va promettre du beau spectacle et pour moi, c'est ça qui est important. C'est pas qu'une personne domine toutes les courses, c'est le spectacle. Vous êtes encore une référence pour beaucoup, même pour beaucoup de jeunes biathlètes. Votre nom revient encore ici aujourd'hui. Je pense que si on lit les pages de ce livre avec la participation d'Yves Perret également. Oui. Fidèle complice. Une très jolie plume. On se rend compte que finalement, on n'a qu'une vie, mais on n'en a pas qu'une. Est-ce que vous êtes conscient de ça finalement au fil des années? Vous étiez un compétiteur, vous êtes un père, un époux également. Vous vivez en Norvège, vous avez travaillé dans une plateforme pétrolière, aujourd'hui dans le BTP. Finalement, c'est toute la vie, c'est une arborescence finalement. Oui, je pense il y a des étapes dans une vie. Il ne faut pas oublier que notre vie, souvent, elle suit une adolescence qu'on a. Et ça nous poursuit toute notre vie, en tout cas. Et on a plusieurs choix. Hein. Soit ça prend énormément de poids, et soit on l'accepte et on continue notre chemin. Donc moi, je suis une personne qui aime bien tous les challenges. Hein. Ça m'a toujours motivé. J'aime dire que quand j'ai une proposition et que je suis vraiment dans l'inconnu, et je dis oui et j'apprends. Et je pense que c'est ça ma force.
c'est que j'essaie toujours de m'habituer à un nouveau milieu, à une nouvelle façon de travailler. Et j'adore apprendre. Et j'ai pas peur de faire des erreurs. Surtout, c'est ça, et de s'inspirer de ses erreurs. On peut s'inspirer de ses erreurs et puis vraiment, voilà, se servir de toutes ces expériences. C'est une belle, alors leçon, j'imagine que vous n'êtes pas du genre à donner des leçons, mais en tout cas, c'est une belle source d'inspiration, encore une fois, ce livre, Raphaël Poiré, La poursuite d'une vie, pour les fêtes. Aux On vous le éditions conseille. les passionnés de bouquins. Voilà. Absolument. J'espère tellement à une prochaine fois pour de vrai, en chair et en os, sur notre plateau à Grenoble. Hein, des fois que vous passiez du côté de Rive, où vous êtes né, on ne sait jamais. Bah, dès que je pourrai, de toute façon, dès que les frontières vont un petit peu s'ouvrir, je descendrai. Avec un grand plaisir. Eh bien super, très belle continuation à vous. Michel Vion, un petit mot peut-être à Raphaël, profitez-en. Non, mais Raphaël, c'est un exemple. On parle de l'équipe actuelle. Tu as raison, Raphaël. C'est sûrement l'équipe homme est la meilleure du monde, mais il y a eu plein de gens qui ont inspiré ces équipes depuis pas mal d'années. Et tu as été un champion d'exception et tu as forcément inspiré tous ces jeunes-là. C'est une évidence. D'ailleurs, ils le disent. Hein. Donc, bravo à toi. Et puis, comme tu es moitié norvégien, moi un petit peu aussi, par alliance. Donc, j'espère que tout va bien pour toi là-haut, à Bergen. Det går väldigt fint med mig. Tack ska du ha. Det går fint. Ah bah encore un peu, non? Ça va, c'est bon. On va sous-titrer. Oui, très bien. Merci encore, Raphaël Poiré. Très belle continuation à vous. On peut avoir encore un petit mot, je sais pas. Merci, je suis ravie d'avoir participé à cette émission. Encore un petit mot? Ouais, allez. Non, effectivement, non, c'est toujours intéressant. Et Non, toujours mais en bien. norvégien. En norvégien. Non, je ne maîtrise pas assez. Raphaël maîtriserait très bien, mais moi, je ne maîtrise pas assez pour ça. Le mot de la fin, alors, on vous écoute en français dans le texte. C'est toujours bien d'avoir ce genre de points comme ça. On est ravis de participer à cette émission un peu chaque année. Hein. C'est la période, le mois de novembre. On fait un petit peu le point de tout. Alors, espérons que la prochaine fois, ça ne sera pas dans les mêmes conditions et qu'on soit un peu plus à l'aise pour donner de l'envie aux gens, montrer des belles images, montrer que le ski est un sport magnifique, qu'il soit alpin, nordique, freestyle ou snowboard. Et puis, espérons que finalement, la neige va quand même tomber. On va se voir même 2 fois, d'accord, cette année. OK. Donc, quand les jours heureux seront là, on est sûr que ça va venir. Nous, on est hyper optimistes. Pour les chronos d'or aussi, on espère qu'on se verra en présentiel et qu'on fêtera tous ces nombreux podiums. Et un dernier petit conseil lecture. Oui, lecture. Avec, voilà, on est en période de fin de confinement, mais on voit encore des soirées pour lire. C'est 100 acteurs ils feront la montagne de demain, dans lequel on retrouve d'ailleurs Michel Vion aux éditions Télé Grenoble et le Dauphin libéré. Des acteurs et des actrices. Et des actrices. Encore une fois, Didier Barrios. Je croise beaucoup les doigts, mais on vous souhaite bonne chance. On vous souhaite que les éléments soient avec vous. Ben, merci beaucoup. À Courchevel. Et on le souhaite aussi. On souhaite que tout se passe bien, surtout pour le ski français. Hein. Également. Et bisous à Taïna, évidemment. Oui, merci. Merci beaucoup, Michel Vion. Belle saison à vous. Merci à vous. Merci, Laurent. Merci à vous de votre fidélité. À très bientôt. Le groupe SAMC et l'entrepôt du bricolage vous a présenté Esprit Montagne. Au cœur de nos massifs avec Esprit Montagne et Poma.